Merci beaucoup. Monsieur Yves Abibou, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci de m'avoir invité. Alors, je suis Yves Abibou, je suis le fils d'Antoine Abibou, qui était un tirailleur sénégalais d'origine togolaise et qui a survécu au massacre de Tiaronne le 1er décembre 1944 et qui a été condamné à 10 ans de prison puisqu'on l'a accusé d'avoir été à la tête d'une soi-disant rébellion armée. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que votre père soit considéré comme rebelle? Qu'est-ce qui s'est passé justement avec Thiaroye 44 après l'événement? Qu'est-ce qui a conduit à son arrestation? Alors, avant de répondre à votre question, il faut que je reprécise d'où je parle. Je parle comme l'enfant d'un tirailleur et non pas comme un historien, comme quelqu'un qui a reçu un récit entre l'âge de 5 ans et de 10 ans, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans. Voilà. Mais aussi comme citoyen, citoyen français, issu par ma mère de la France, de la partie colonisatrice, et par mon père de la partie colonisée. Mon père m'a raconté cette histoire et je suis le seul dans la famille, et je suis peut-être le seul être vivant à avoir reçu un récit du massacre aujourd'hui. Il m'a raconté cette histoire une seule fois. Une seule fois? Une seule fois. Et j'ai inconsciemment, j'ai passé au moins 30 ans, voire 40 ans, à l'ignorer. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que des journalistes, un journaliste, Raphaël Kraft, d'investigation, des historiens, Armel Mabon, Martin Moore, sont venus frapper à ma porte parce qu'ils avaient trouvé le nom de mon père, qu'ils ont retrouvé ma famille et que ma famille a orienté les journalistes et les historiens vers moi, en sachant que moi j'avais entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc je vais vous donner les éléments un peu en vrac, non organisés. C'est pas mon rôle d'historien d'organiser les événements. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le récit de votre père. Le récit de mon père, voilà. Il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà avant l'embarquement. Et ce qu'il m'a dit, c'est ce qui fait que j'ai pas été choqué quand j'ai lu qu'il y avait une rébellion et qu'il le considérait comme le leader, parce que lui, il m'a raconté qu'avant de partir, et je n'ai pas vu dans les travaux des historiens quelque chose qui parle de ça. Il m'a dit avant de partir, on n'a pas voulu embarquer sur les bateaux affrétés par la France, car on entendait dire que ces bateaux n'étaient pas en bon état et que parfois ils n'arrivaient pas à Dakar. Je dis ça, c'est important parce qu'en y réfléchissant, ça veut dire qu'il y avait déjà une certaine méfiance, une certaine distance des tirailleurs par rapport à l'armée française. Et il m'a dit, c'est le souvenir que j'en ai, c'est peut-être faux historiquement, ou en tout cas partiellement faux, il m'a dit on est allé voir les Américains. La réalité qui a été mise à jour notamment par Armel Mabon qui s'est rendu à Londres, c'est qu'ils sont partis sur un bateau anglais. Alors peut-être mise à la disposition des Américains, je ne sais pas, je n'ai pas les détails. Ce serait une piste à travailler pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ils sont partis sur le Circassia et ils sont arrivés à Dakar où ils ont rejoint le camp des rapatriés coloniaux. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Eh bien qu'il y avait eu un problème au moment de récupérer les soldes, effectivement. Problème que tout le monde connaît aujourd'hui. Hein. Il y avait un refus, on leur a promis, et il y a eu cette terrible journée du 1er décembre. Journée à laquelle il a échappé au massacre, alors un parmi des centaines d'autres. Il m'a parlé aussi du fait que à cette période-là, il avait une autre identité. Il avait pris l'identité d'un de ses camarades, un camarade musulman qui s'appelait LNG Karamoko, qui est un nom qui m'est revenu il y a une quinzaine d'années, quand aux archives pénales militaires du Blanc, à côté de Poitiers, j'ai accédé à son dossier, à ses notes, à son carnet, et il y avait effectivement, et ensuite à tous les procès-verbaux des 34 condamnés. Et effectivement, là, j'ai retrouvé ce nom et d'un seul coup, je me suis rappelé
ce nom qui venait, qui repartait, voilà, que mon père m'avait bien dit qu'il avait été dans la clandestinité, dans les forces françaises de l'intérieur. C'est aussi partie de quelque chose qu'il m'avait dit, qu'il avait été, donc, qu'il avait vécu sous ce nom, nom auquel il n'a pas réagi quand, après le massacre, on lui a demandé de se lever et qu'il est resté couché par terre. Et moi, en lisant les documents militaires, plus tard, je me suis dit peut-être qu'il était encore Eladji Karamoko au moment où on le disait « Monsieur Habibou, levez-vous ». Il m'a bien dit qu'il a été dans la résistance et j'en ai trouvé des preuves assez récemment, il y a une dizaine d'années, en accédant à son dossier, j'ai trouvé au moins 2 séries de preuves. Une feuille de paye de Monsieur Degré de Loup. Monsieur Degré de Loup, c'était le directeur d'un journal qui s'appelle Ouest France. Et c'est un des rares journaux que la direction a fermé pendant la guerre pour éviter d'avoir à collaborer avec les Allemands, avec les nazis. Ce qui n'est pas le cas de la Dépêche du Midi, par exemple, qui est restée ouverte et qui a, on le sait, collaboré. Et Degré du Loup lui avait fait une feuille de paye comme dans un emploi dans son château. Et avec mon fils, il y a une dizaine d'années, on a rencontré une dame qui est décédée depuis, mais qui se rappelait de mon père, qui se rappelait qu'il avait été là, qui s'était occupé de la famille, qui mettait la grand-mère à l'abri quand il y avait des bombardements, etc. Et donc, j'ai cette preuve. Une autre preuve dans ces dossiers aussi, c'est qu'il a des feuilles de paye d'une association qui se trouvait à Paris, qui s'appelait le Colis du Prisonnier, où il était salarié. Le Colis du Prisonnier. Le Colis du Prisonnier. Une association qui envoyait des colis aux prisonniers. Vous imaginez un Africain dans la clandestinité, s'il n'avait pas eu ces réseaux de résistance, comment il aurait pu être salarié d'une association qui s'occupait des prisonniers français mis dans les camps. Donc, quand la justice l'a condamné en le traitant de collaborateur allemand, etc., elle avait dans les documents tous les éléments qui prouvaient son discours, parce qu'il a expliqué son parcours. Évidemment, tout ceci a été balayé. Si vous avez un jour, si vous accédez aux procès-verbaux des interrogatoires, vous serez assez étonné de voir le nom des juges. Il ressemble étrangement au nom des gens qui entouraient, qui commandaient les différentes unités autour du camp, puisque les militaires ont été jugés par un tribunal militaire en utilisant la fameuse possibilité, le concept de rébellion armée qui permettait à l'armée de faire de cette affaire une affaire interne. Et donc, lui, il a été, disons, pris en partie avec cet aspect-là de rébellion armée. Alors, tout à fait, vous posez bien la question parce qu'en fait, s'il y avait une rébellion armée, on aurait dû retrouver des armes et des douilles, et il existe un procès verbal, que je peux mettre à disposition des gens qui cherchent, qui est disponible, de ratissage du camp après le massacre, où il ne trouve qu'un vieux mousquet de 1870 et quelques dagues allemandes. L'armée française n'a même pas fait le travail correctement pour essayer d'inventer ou de corroborer cette thèse de rébellion armée. D'autre part, si vous lisez les actes d'accusation des 34 condamnés, vous ne trouverez jamais personne qui est accusé d'avoir tiré sur l'armée qui entourait le camp. Et pourtant, c'est au nom de ce concept de rébellion armée que, l'armée s'est permis de traiter l'affaire en interne, tribunal spécial des forces armées, si j'ai bien compris, et d'autre part, de condamner mon père à 10 ans de réclusion pour soi-disant... en fait, quand vous regardez ces actes d'accusation, ce sont des refus d'obéissance, en fait. Il ne s'est pas levé, il a refusé d'aller au rassemblement, on l'a vu à la gare de Tiarogne en train de dire ne partez pas, des choses relativement insignifiantes qui jamais n'auraient justifié les 10 années de prison. Insignifiantes selon vous en tant que témoin, en tant que fils, mais qui quand même ont porté lourd sur lui puisque justement ça a conduit à son emprisonnement. Et comment est-ce que vous avez vécu ça lorsqu'il a été emprisonné? Alors, quand il a été emprisonné, je n'étais pas né. Je suis né 6 ans après. 6 ans après. Voilà, je suis né en 52 et l'affaire se passe en 44. Par contre, comme je vous l'ai dit, comment j'ai vécu ça quand il me l'a raconté, je crois qu'il y a eu comme
il y a un disjoncteur qui s'est déclenché. Le courant a été coupé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que des journalistes qui travaillaient là-dessus et des historiens qui travaillaient là-dessus sont venus me chercher. Et ils ont contribué à réveiller cela. Ils ont réveillé, le mot est juste, ils ont réveillé ma mémoire, mais ils ont aussi réveillé mon émotion. Car quand j'ai commencé à raconter ça, j'ai été excessivement surpris de l'émotion qui remontait, quoi, et que j'avais dû probablement enfuir pendant des années. Et cette émotion m'a mis en mouvement, c'est la même étymologie. Et c'est ce qui m'a conduit en 2013 à participer avec M. Ibrahim Atioub, qui était un recteur de l'université de Dakar, mais aussi un de mes anciens élèves, puisque j'ai été professeur à l'école normale de Mbourg dans les années 74, à participer à un colloque à Bordeaux, et puis un colloque sur les massacres coloniaux en 2014-2015 à Rennes, et puis à aller en cour de cassation aussi, pour essayer de faire dire la vérité sur ces accusations et sur l'acte d'accusation de mon père. Voilà. Et donc, progressivement, vous en avez fait un combat de vie pour restaurer la vérité historique. Quelle est votre vision, ou en tout cas votre lecture, votre perception de ce qui s'est passé à Thiaroye le 1er décembre 1944? On m'a souvent posé la question, et ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est à travers une histoire individuelle, c'est plutôt une histoire collective qui est en jeu, et pour moi, en tant que citoyen français, qui observe les conflits et la violence qu'il y a dans notre société, le racisme systémique qui n'ose pas se dire dans la police française, je me dis qu'on a vraiment besoin de décoloniser les esprits, aussi bien en France qu'en Afrique. Je dis bien qu'en Afrique. C'est donc qu'il y a une colonisation qui est présente aussi bien là-bas. Je pense qu'il n'y a pas eu de décolonisation, mentalement. Sinon, ici au Sénégal, il y a longtemps qu'on aurait fait la vérité, qu'on aurait travaillé là-dessus. Or, je pense que même si les historiens peuvent dire que M. Wade ou que M. Diouf ont fait des choses, quand il y a eu, j'avais entendu dire que la journée du prisonnier, il n'y a pas si longtemps, enfin c'est peut-être la première année d'ailleurs, qu'elle a lieu à la date anniversaire. Il n'a jamais été possible de le faire en 1er décembre, c'était une ligne rouge pour la France. Ligne rouge à laquelle les autorités sénégalaises se sont soumises. Donc on a besoin des deux côtés de faire ce travail, de regarder la réalité, de dire ce qui s'est passé, de dire les crimes, de réparer pour ceux qui estiment avoir subi des préjudices, comme M. Biram Senghor que j'ai rencontré, donc, dont le papa a été massacré dans son lit. Voilà. Et mais on a aussi besoin pour la société française de fermer ces dossiers de violence pour pouvoir nous attaquer aux dossiers qui sont les dossiers du temps présent. Et pour moi, c'est quand même l'urgence écologique et démocratique, puisque le monde entier est en train de basculer vers des dictatures et vers un chaos mondial. Et je pense que si on pouvait terminer ces dossiers-là, ce serait bon pour la France, bon pour l'Afrique. Et pour la France, ce ne serait pas tellement coûteux de satisfaire les demandes des tirailleurs de l'Algérie et de l'Indochine. Ce ne serait pas tellement coûteux de leur donner ce qu'ils ont besoin pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors, et votre famille, ou en tout cas vous, dans vos efforts, est-ce que vous avez cherché à obtenir une réparation justement, puisque votre père, même si ce n'est pas directement lié au massacre, en tout cas a eu à subir 10 ans d'emprisonnement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas encore né. Qu'est-ce qui s'est fait pour rendre justice à votre père? Alors, pour moi, ce qui était important, c'était que la vérité soit dite, à savoir qu'il n'y avait pas eu de rébellion armée, que mon père avec d'autres avait juste demandé la justice, de toucher leur sol. Et donc c'était ça, c'est ça le plus important pour moi. Ensuite, il appartient à la France de tirer les conséquences de la reconnaissance de ce qui s'est passé là. Et s'il doit y avoir des réparations, des remboursements de soldes, voire même les remboursements des sommes spoliées, parce que les tirailleurs avaient de l'argent qu'on leur a volé.
Peut-être la France devrait-elle se préoccuper de rendre cet argent aux familles, aux ayants droit. Ce n'est pas mon combat principal. Le combat principal, c'est que le Sénégal, l'Afrique et la France se mettent autour d'une table avec les historiens et disent la vérité, de façon à ce que nous puissions passer à une autre histoire, à une autre phase de l'histoire. Alors, avant de finir, vous l'avez dit tout à l'heure en début, vous parlez en tant que témoin, vous faites un témoignage. On voit les politiques, on voit les chercheurs qui se mettent sur la question, qui tentent de faire bouger les choses. Selon vous, qu'est-ce que cela apporterait au continent africain de rétablir la vérité sur Thiaroye 44 concrètement? À part cette prise de conscience, qu'est-ce que cela pourrait être? Quelle pourrait en être l'importance? Si vous voulez, j'ai envie de dire d'une façon assez triviale. Pendant qu'on fait du bruit, qu'on fait du tam-tam sur ces histoires-là, on ne s'occupe pas des vrais sujets. Et les vrais sujets, c'est la démocratie, c'est l'accès au peuple africain à la gouvernance de leur pays, c'est la souveraineté, c'est l'écologie, c'est la transition écologique, c'est ça les vrais sujets aujourd'hui. Et on passe toute notre énergie à essayer de régler des choses que tout le monde connaît et qui se sont passées il y a 80 années. Donc pour moi, le fait de pouvoir solder ces dossiers permettrait de passer un nouveau contrat entre l'Afrique et l'Occident pour faire face aux défis qui sont devant nous. Alors, on va finir par ça. Vous avez une baguette magique pour régler définitivement la question, la problématique qui se pose il y a 80 ans. Quelle serait votre solution miracle? Alors, malheureusement, je crois qu'il y a très longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Mais on va le dire autrement. Voilà, on est en 2027 ou 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une commission d'enquête parlementaire en France qui s'est réunie et qui s'est saisie du sujet et qui s'est mis à bosser. Il y a des comités de travail Afrique, toute l'Afrique et Occident qui se sont mis, avec les chercheurs, qui se sont mis ensemble pour dire l'histoire ensemble. Voilà. Tout ce qui devait être dit sur cette période coloniale a été dit, et on a des dirigeants africains et des peuples africains qui travaillent à leur propre développement dans la démocratie et qui se sont mis à travailler pour affronter le défi de la transition écologique dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est dans 2-3 ans, et je constate qu'on a avancé dans cette direction et j'en suis heureux. Monsieur Yves Abibou, merci beaucoup. Merci à vous.